Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de chez moi à Mont-Saint-Hilaire. Nous voici dans le sentier des lutins. Derrière la piscine Cocoon. La première diffusion de cette émission a été faite le samedi 29 octobre 2022 pour le Vidéorandia numéro 44. Dernière belle journée de température d'été, vous souvenez-vous, fin du mois d'octobre. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les autoristes du Nouveau Monde. Notre invité, M. Alain Niala, philosophe consultant. La recette du philosophe devant la tournure des événements. Il y aura un prolongement de cette rencontre dans le club créé pour nos abonnés du mois d'octobre avec Alain Niala. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia à l'adresse orandia.com. La musique, Daniel Morancy. Soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale. Et le concepteur du site du club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne écoute. Fait que, on parle un peu comme ça, mais ça va être un bon moment de mettre les cartes sur la table pour la planète Terre. Bonjour tout le monde. Alors oui, nous sommes autour de la maison comme habituellement et vous avez fait un petit tour dans ce qu'on appelle le sentier des lutins. Et dans ce sentier des lutins, ben, il y a des fois des lutins qui se promènent. Et mon invité aujourd'hui, c'est pas un lutin, c'est le maître des lutins. Il s'appelle M. Alain Niala, philosophe consultant. Bonjour Alain. Bonjour. Hey, écoute, ça fait presque pas un an, mais pas loin. Plus que 6 mois, 8 mois qu'on ne s'était pas rencontrés à nouveau. Ben, tu es peut-être mon dernier invité chez moi, dans l'endroit où on faisait les rencontres jardin. Ben oui. Et tout le monde le constate, il fait parfaitement beau. On est encore dans la journée où il faisait chaud à la fin du mois d'octobre. Des températures records, hein, qu'on dit. Oui, absolument. Et on avait le choix entre aller au Land Art, au pied du Mont-Saint-Hilaire, qui est un lieu où les artistes... dis-moi exactement, c'est quoi le Land Art? Ben, le nom le dit, c'est de l'art qui est fait sur le terrain, avec des éléments recyclables, donc c'est le principe même. Là. Ils vont utiliser des objets naturels, du bois, de la terre, pour faire des œuvres artistiques assez inventives. Pas de plastique, pas de métal, là, c'est plus de... Ben, du métal, il peut toujours y en avoir un peu. Ouais, pour des structures, hein, des fois. Oui, c'est ça, pour tenir des choses, mais toutes des choses qui, éventuellement, pourraient retourner à la nature. D'ailleurs, les différentes sculptures du Land Art restent sur le site. Il y en a qui datent de 2-3 ans puis qui ont pas suffisamment dépéri pour disparaître. Là. Et bien, il y a une nouvelle mouture cette année qui est très belle, que je vous recommande. Ah oui. Bien là, pour les gens qui nous ont suivis il y a quelques années, on avait déjà vu là, le calimaçon. Là. Alors, il est encore là. Comme vous voyez, il commence à faire de l'âge un peu, mais il survit. Il tient. Oui, quand même. Il tient bon. Ah, c'est beau. Ça, c'est à Mont-Saint-Hilaire. Hein? Ça a lieu à tous les ans? Oui. OK. Puis tout le grand public est invité. Malheureusement, là, c'est fini la période la plus belle. Oui, c'est ça. L'événement a eu lieu, mais le site existe toujours et on peut se promener dedans quand même. Là, mais c'est ça. L'événement, le vernissage, les rencontres, tout ça, ça a eu lieu. C'est ça. Alors, moi, j'aurais aimé faire l'entrevue avec toi dans le Land Art, mais étant donné les circonstances, c'est un peu risqué avec la météo qui nous annonce une pluie à fin de journée. En tout cas, on est revenu à la maison, puis c'est pas une mauvaise chose, étant donné que ma maison est en vente. Et ça permet aux gens de se rendre compte à quel point c'était idyllique ici. Toi-même, tu as dit, écoute, tu as une ambiance ici. On t'a pas vu cet été au feu de camp, qu'est-ce qui est arrivé? J'étais occupé, j'ai pensé à y aller, ça n'a pas donné. Parce que souvent, les fins de semaine, c'était le moment où je faisais des excursions plus loin, où je jouissais de ma liberté. Puis tous les samedis de l'été, presque, il a fait super beau. Oui, c'est ça. On a un seul samedi qu'on a été obligé d'annuler la rencontre jardin. Tous les autres samedis, on a fait des rencontres jardin. Des fois, on a filmé la plupart du temps. Puis souvent, on n'a pas filmé pour des raisons de respect de l'identité de certaines personnes qui voulaient rester anonymes. Là.
Bon. Alors maintenant, Alain, je t'invite à notre rencontre qui suit celle avec Jean Deflore. Tu l'as vu, hein? On a parlé pas mal de toutes sortes de choses. Et toi, depuis le début de tout le chambardement planétaire qu'on connaît, tu es resté, je dirais, stoïque. D'autres diraient, ben oui, il faut prendre la vie avec philosophie. Fait que je te demande, c'est quoi ta recette? Tu es un vrai philosophe, diplômé de l'université en philosophie, et tu n'es pas un professeur de philosophie qui enseigne Kant, Nietzsche ou tout ça. J'appelle ça philosophe consultant, hein, on plaisante, mais c'est ça. Explique donc. Ben, c'est-à-dire que j'utilise différents outils, dont la philosophie, mais aussi des choses plus ésotériques comme le tarot, l'astrologie ou l'interprétation des rêves. Oui. Pour différentes activités. Pour aider les gens qui auraient des questionnements sur leur existence. Sur leur existence, sur leur choix de vie, oui. les différents passages qu'on traverse, les épreuves. Ah oui. Il y a moyen de se réorienter, comprendre, et finalement progresser, traverser, entre autres. OK, tu n'as pas besoin, toi, d'être médium, pour ainsi dire. Tu prends les cartes de tarot. D'ailleurs, je le dis en passant, la semaine prochaine, j'ai Chris Hadar, que tu connais sûrement. Il nous parle, il fait l'éloge un peu du tarot de Marseille. Je sais que toi, tu as développé aussi une connaissance de d'autres tarots, dont un en particulier qui est assez surprenant. C'est le tarot de... Crowley? Crowley, oui. C'est mon préféré, mais je les ai tous utilisés. Je peux très bien tirer avec le tarot de Marseille, le tarot de Waite, Rider, Crowley, que je privilégie, mais... Pourquoi tu privilégies le tarot de Crowley? Il est en noir et blanc, je pense. Non, ah non, il est en couleur? C'est lui qui est le plus spectaculaire, parce oui, que c'est des toiles à l'huile, je crois, d'assez grandes dimensions qui ont été réduites pour les cartes. Donc, c'est des cartes extrêmement détaillées. OK, on les voit, là. Ouais, c'est vraiment beau. Une grande richesse de symbolisme, une grande richesse de pertinence. Parce que, en fait, le tarot, il y a différentes écoles. Hein? Alors, le tarot de Marseille, c'est celui qui jouit d'une certaine notoriété, ancienneté. C'est-tu le plus ancien? C'est difficile à dire parce que c'est débattu par les auteurs. C'est naturellement beaucoup plus ancien que le Crowley. Le Crowley ne trouve pas sa valeur dans le fait qu'il est ancien. C'est un tarot qui a été fait au 20e siècle. Ah, alors que l'autre était fait au Moyen-Âge. Ben, Moyen-Âge, on dit ça, mais c'est bien plus tardif que le Moyen-Âge quand même. Les sources sont le Moyen-Âge, mais les tarots dont on dispose, c'est plutôt le 17e au max. Tu sais, il y a un jeu de mots que je suis habitué de faire des jeux de mots. C'est 18e même siècle. OK. Alors, il y a des jeux de mots avec le mot tarot, la Rota, puis aussi la Torah. Torah, oui. La Torah qui est le livre sacré des Juifs. Oui. Est-ce qu'il y aurait un enseignement, j'allais dire, juif, pas biblique, là, nécessairement? Ben, juif, non, mais kabbalistique, certainement. Ah! Et la Kabbale dont on parle, c'est pas la Kabbale d'aujourd'hui, les politiciens, puis non, c'est la Kabbale hébraïque. Traditionnelle, ésotérique. L'ésotérisme hébraïque. Là, j'avais vu dans le magazine Psychologie, qui est actuellement en vente dans les kiosques à journaux ici au Québec, mais ça fait déjà des mois qu'il a été vendu en Europe, là, et on est toujours en retard. Il nous parle d'un tarot de Villeneuve. Mais Villeneuve est arrivé avec quelque chose d'étrange, parce que lui aussi, il se base sur le tarot de Marseille, mais il a recréé toutes les cartes. Il a changé le nom de la carte du battleur, là, mais toutes les autres... Comment? Il l'appelle comment déjà? Le Magellan ou quelque chose comme ça. Le magicien? Ben, il aurait pu dire le magicien, carrément, oui, ça peut être ça. Parce que chez Crowley, c'est ça, le magus. Bon, ben, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et il a retiré tous les chiffres, tous les numéros des cartes, parce qu'il dit, écoute, il faut arrêter de penser que les chiffres ont une importance dans l'ordre. Avec les chiffres, on a tendance à penser que, bon, ben, c'est le 13 pour la mort. Ben, on comprend que 13, ben oui, mais lui, il dit non, enlevez les chiffres, là, vous tombez dans le piège des chiffres. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, c'est une démarche inventive parce que de fait, quand tu brasses les cartes, ils vont être mélangés puis ils vont arriver dans n'importe quel ordre au niveau d'une lecture. Oui. Donc, pour la pratique de la lecture du tarot, c'est pas tellement important. Donc, ça pourrait être considéré comme justifié. Là où c'est une grossière erreur, avec tout le respect que j'y dois, c'est au niveau de la tradition du tarot. Parce que le tarot, c'est en même temps un enseignement. Oui. Donc, il y a une histoire dans le tarot. Justement, les cartes se suivent au niveau archétypal, pas au moment d'un tirage. Alors, c'est là que je dis, ça dépend de quel point de vue on regarde le problème. Mais d'un point de vue traditionnel, chacun de ces nombres-là a une importance kabbalistique, numérologique, symbolique.
ils se suivent dans une séquence qui est précise. Ça raconte une histoire de l'évolution de l'être humain à différents niveaux de conscience. Donc, c'est primordial que les cartes soient dans l'ordre. Qui voyage dans le tarot, ce serait le battleur, celui qui n'a pas de numéro, justement. Non, c'est le fou qui n'a pas de numéro. Le magicien est numéroté 1. Donc, on va du fou vers le magicien. Oh. Donc, on part du candidat à l'initiation, de l'inexpérimenté, de l'inconscient. Le monsieur, madame, tout le monde. Puis on va vers le magicien qui a... il s'engage. Qui a atteint l'individuation, qui est devenu un. Donc, il a fait l'unité en lui-même. Oh. Un individu, c'est quelqu'un qui est indivisible, donc il est maître des éléments. C'est pour ça qu'il est représenté avec les bâtons, les épées, les coupes, les disques. C'est celui qu'on appelle le magicien aussi? Le magicien, le battleur. C'est ça, battleur parce que c'est un joueur de tour. Oui. Mais il y a des niveaux d'interprétation là-dedans. Parce que le candidat à l'initiation, en même temps, c'est celui-ci qui nous rêve. Oui. Donc, le fou, c'est en même temps la divinité, l'absolu, la plus haute des cartes. Parce que c'est le zéro principiel, c'est ce qui est avant tout. Oui. Le magicien, lui, c'est le centre du tout. Et c'est le point de vue à partir duquel on pourrait presque dire le Big Bang en cosmologie. Zéro, c'est avant le Big Bang, puis arrive le Big Bang, ça commence. C'est ça. Si tu veux, Ein Sophor aussi en Kabbale, c'est les différents voiles du fou. Écoute, Alain, il va falloir que je te reçoive à nouveau. Hein. Les gens sont avides d'informations ésotériques vraiment traditionnelles, mais expliquées au 21e siècle. Tu sais, c'est ça l'affaire. Ben écoute, Alain, on s'engage maintenant sur quelle piste? Parce qu'on est sur la piste du tarot, je veux juste... OK, on peut rester là encore. Juste brièvement. Est-ce que ça fait partie de ta recette de philosophe? Absolument, d'une part, ça fait partie de mon enseignement. Tu sais, je l'ai déjà donné privément, publiquement, ici même, dans des enregistrements qui sont disponibles. Là. Exact. Mais je pourrais me répéter juste sur une notion qui va être tellement importante pour comprendre le reste, c'est que le magicien, lui, c'est le point de vue au milieu de la totalité. Or, le fou, c'est la totalité, celle qui nous rêve, puis le magicien, c'est le point de vue qui apparaît au milieu. Alors, le jeu de mots, c'est présence-représentation. Oui. Le fou, il est totale présence. Il est dans l'éternel présent. Le magicien, lui, il rentre dans l'espace-temps, puis il a un point de vue dans l'espace-temps. Donc, pour refaire l'unité avec le fou, il doit se le représenter. Oui. OK. Représentation. C'est comme dans la manifestation de la création par le Big Bang, dans la matière. Oui. Il faut revenir à la source de avant tout ça. Là, tu es dans le chaos. Il n'y a pas de représentation. C'est pas représentable. On le dit tout le temps, la divinité est indicible, non représentable. Oui, c'est ça. Innommable. Innommable, etc. Donc, le fou, c'est l'innommable, c'est le zéro. Ça peut contenir tous les nombres. Puis tous les nombres s'annihilent dans le fou. Oui, OK. Plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, plus 3 trilliards, moins 3 trilliards. La somme de ça, c'est 0. Donc, tout ce qui a été manifesté, la somme, particules positives, particules négatives, j'allais dire ça, matière, antimatière, tout exactement. Ça, la somme de ça, c'est 0. C'est pour ça que ça n'a pas coûté beaucoup d'énergie créer l'univers. C'est une énergie spectaculaire, mais en termes de polarité. Quand la polarité 0 se réunit, c'est 0. Donc le fou, c'est le 0. Le magicien, c'est le centre du 0. C'est un 1, une unité, puis une infinité d'unités. Parce qu'une fois que tu cherches le centre d'un cercle infini, tu vas le retrouver partout. Ben oui. Alors, ce centre-là, c'est les différents points de vue. Le centre d'un cercle infini est partout. Et partout. Où génial. Oui, ben c'est fou. Hein? Oui. Le cerveau, là, si on suit, là, on se dit... Oui, il éclate à son tour de faire un Big Bang. C'est un petit peu vertigineux. Non, mais là où je veux en venir, c'est que pour que quoi que ce soit, il va falloir que le magicien se représente le monde. Et c'est dans ce sens-là qu'il le crée. Oui. Hein, dans l'Évangile de Jean, au commencement était le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu, et rien de tout ce qui était fait n'aurait été fait sans lui. Ça, c'est le magicien. Et verbum caro factum est. C'est ça. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Bon. Et là, à partir de ce moment-là, c'est le plan manifesté. Donc, dans le plan manifesté, on se représente le fou. Mais on ne le voit jamais comme il est. C'est toujours dans la représentation. On n'est jamais dans la présence, on est dans la représentation. Pour qu'une chose soit représentée, il faut qu'elle ait été, qu'elle soit absentée et qu'elle se représente à nouveau. Le ça veut dire recommencer. Oui, on recommence. C'est bon. Donc, on recommence
à zéro, si je peux jouer sur les mots. Et à partir de ce moment-là, tous les magiciens, alors c'est tous ceux qui sont et celles, là, je veux dire tous oui, autres, tous les uns. C'est un nombre infini de points de vue qui se représentent le monde. Et toi, tu nous as enseigné très souvent l'histoire du fameux vision tunnel. Ça crée possiblement une vision tunnel, pas automatiquement, mais c'est sûr que de toute façon, que la vision soit en tunnel ou en tunnel un peu élargi ou encore plus élargi, dépendamment du niveau de conscience, c'est comme si le niveau de conscience prenant de l'expansion, le tunnel s'élargit un peu, mais de toute façon, c'est du point de vue de la personne en cause. Là, mais ça l'empêche de voir autre chose dans l'extérieur. Il ne peut pas voir 360 degrés. De toute façon, il y a les deux yeux d'en face. Il n'y a pas les yeux derrière la tête. Là. Même en supposant que par l'usage d'artifices quelconques ou d'une discipline extraordinaire, il verrait à 360 degrés. Ou sur le bord de ses lunettes, il y a des petits miroirs qui permettent de voir. Il verrait du point de vue qu'il occupe. Ah ben oui. C'est ça que je veux dire. Quelle que soit la largeur de son point de vue, même à 360 degrés, il est limité par le point de vue qu'il occupe. Quand on dit la conscience, c'est un peu comme une vision d'un drone. Tu prends de l'altitude, plus tu montes haut, tu es au-dessus des arbres, tu es rendu à la hauteur des nuages, tu peux même être au-dessus des nuages, toujours au soleil, comme on disait la semaine dernière. Mais ton point de vue, même si tu vois 360 degrés, c'est à partir de l'endroit où le drone est installé. Exactement. Tu ne vois pas ce qui se passe au Japon quand tu es au-dessus du Québec. Exactement. Et même si, pour une raison ou pour une autre, tu pouvais voir aussi loin que le Japon, il y a quelque chose que tu ne verrais pas. Ouais. Il y aura toujours quelque chose que tu ne verras pas. C'est pour ça que dans toute la notion de tu sais, tu m'as demandé, ça fait déjà un petit bout, là, mais on n'a pas besoin d'être médium pour interpréter le tarot quand on est philosophe. Ben, le mot médium, c'est un intermédiaire. Dans ce sens-là, je suis médium. Oui, médium, ça ne veut pas dire médium, large, small, là, ça veut dire un moyen. Un moyen. C'est ça. Dans ce sens-là. C'est Marshall McLuhan qui disait le médium est le message. C'est-à-dire, ce qu'on utilise pour passer un message, que ce soit la télévision, c'est déjà le message, parce que c'est un point de vue. C'est ça, exactement. Ah, donc, dans ce sens-là, il y a des niveaux différents de médiumnité. Des fois, ça inclut des trans, etc. La transe, c'est pas nécessaire pour un tirage de tarot ou une consultation. OK, simple. bon, Mais ça peut arriver. C'est pas quelque chose qui fait pas partie de mes outils, mais c'est pas quelque chose que... Ou la drogue. Ou que je vends. Ou la drogue, ça prend pas... C'est tous des états... Souvent, on dit un chaman, souvent, il utilise l'ayahuasca ou des champignons magiques. C'est des clés qui sont utilisées avec beaucoup d'enthousiasme. Transcender la conscience tunnel, justement, pour avoir une vision... C'est ça. Donc, ça peut élargir la conscience, mais ça le fait... comment je dirais? Pas artificiellement. Le mot artificiel... Certaines de ces substances-là sont naturelles, donc c'est pas artificiel, mais c'est pas obtenu par la discipline de la conscience. Hey, dis-moi ton point de vue sur la SQDC. Là. Les gens peuvent aller s'acheter des champignons, là, du pot, pas des champignons, du pot, de la marijuana. C'est un hallucinogène quand même. Est-ce que ça aide? Très fort. Le mot est très fort. Ah, OK, c'est moins que ça. C'est quand même, le mot hallucinogène. Pas pire que prendre de la boisson, deux bières, 3 bières. C'est pas pareil. Okay. C'est pas la même substance. C'est sûr que dans ce sens-là, ça a de l'affinité avec les psychédéliques. Là. Mais c'est quand même pas une substance... C'est pas une substance insignifiante. L'idée que ça soit légal, c'est une bonne idée. Parce que pourquoi criminaliser des gens parce qu'ils veulent avoir une expérience altérée de conscience? C'est très, très pervers comme problème. Mais est-ce qu'altérer veut nécessairement dire descendre dans les enfers ou ça peut être aussi très, très positif? Ça peut être une expansion, mais comme je dis, c'est pas la même chose que de l'obtenir par tes propres efforts, entre guillemets. Les voies naturelles... mais c'est naturel, parce que c'est une substance naturelle, mais c'est pas une voie... comment je dirais... Ça fait l'économie d'un effort. C'est comme un raccourci. Alors, les raccourcis, ça a l'avantage de te mener plus vite à destination, mais tu peux te perdre si tu ne sais pas comment tu t'es rendu là. On a souvent... Tu vas avoir de la misère à revenir. On a souvent l'exemple de gravir une montagne. On peut suivre un sentier, on peut aller dans le bois puis se faire son propre chemin en se disant la montagne, le sommet est là-bas, je vais passer en ligne droite au lieu de faire le tour en spirale pour arriver en haut. Puis on peut aussi prendre un hélicoptère, t'es monté en haut de la montagne.
Puis là, bien évidemment, tu es rendu en haut, tu as l'extase, subitement, bang, c'est extraordinaire, tu vois un coucher de soleil que personne en bas n'a jamais vu. Mais comment tu vas redescendre? Ah, on va prendre l'hélicoptère, on va redescendre. OK, tu reprends, tu redescends. Tu n'auras pas eu l'expérience de gravir la montagne. Hein? Je pense que... Exactement. Et à ce sens-là, tu n'auras pas développé toutes les habilités qui viennent avec la montée et la descente. Donc, tu peux être moins expérimenté au niveau de la redescente. Des gens qui crachent, entre guillemets. Ouais. Bon, je considère que quand on parle du cannabis, on parle quand même de ce qu'il y a de moins pire dans le champ des substances récréatives. OK. Mais le cannabis, c'est ce qu'on appelle le pot. Oui, oui. Okay. C'est pas... Le problème que l'on a tout le temps en société, c'est pas parce que c'est légal que c'est bon pour tout le monde. Il y a beaucoup de problèmes liés à la consommation d'alcool. C'est légal. Oui. Oui, mais il y a beaucoup de problèmes liés à la consommation d'alcool. Il peut y avoir des accidents d'automobile, il peut y avoir des morts, il peut y avoir des hommes qui battent leurs femmes, etc. Et ça peut être très agréable. Alors, et ça peut favoriser les rapports sociaux, et ça peut être très bon au goût, etc. Donc, pour la marijuana, le cannabis, c'est un peu la même, pas pour les mêmes raisons, parce que ça n'altère pas la conscience de la même façon. Mais on parle quand même du même registre. C'est pas une substance extrême. Là. Okay. Mais on n'est pas dans le même champ. Parce que l'alcool est plutôt, dans les traditions, si on le regarde dans une perspective néo-chamanique, ça serait plutôt une substance pour te lier au corps. Ah oui? Oui, c'est que d'autres diraient te grander. Le vin est symbolique. Mais ça, non, ça ne te grande pas parce que ça peut te rendre un peu désinhibé. Oui. Mais ça te rend plus physique. Tu es plus dans le physique. Tu es plus... c'est pas nécessairement grandé dans le sens de plus présent. Il y a des gens qui perdent la carte. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es beaucoup plus physique. Il y a quelque chose qui est plus proche de l'astral avec le cannabis. Donc, dans ce sens-là, on n'est pas du tout dans le même ordre. Tu es plus près de la vie psychique, tu es plus près du rêve. C'est dans ce sens-là que ça peut être confondu avec les hallucinogènes. Mais ça ne produit pas des hallucinogènes, comme des hallucinations comme les substances plus fortes. Là, en tant que philosophe consultant, je te consulte souvent, comme encore ce matin au restaurant, je t'ai dit, j'ai besoin d'un conseil. Et tu es très bon conseiller. Il faut évidemment suivre ou pas suivre tes conseils, mais je me rends compte qu'à chaque fois, tu as toujours raison. C'est pas compliqué. Et je me dis, est-ce que quelqu'un qui a des dons psychiques, il y a des gens qui nous écoutent, qui ont vraiment des capacités psychiques. Ils ont des rêves prémonitoires, ils ont des perceptions de... Tout de suite, ils sentent si quelqu'un est bon, si quelqu'un est triqué, à se méfier, etc. Est-ce que c'est recommandé de prendre du cannabis ou c'est mieux de rester dans l'état le plus simple, naturel, puis est-ce que ça va aider à développer des dons psychiques, quelqu'un qui l'a déjà de base? Je ne peux pas répondre à ça facilement, parce que ça prendrait... mettons, tout le temps dont on dispose. Il y a plein de nuances. Mais je répondrais c'est parce que ça dépend. Il y a des gens qui sont en contact avec le psychique. Oui. Tu te souviens, on a utilisé beaucoup de métaphores pour parler de l'imagination, entre l'imaginaire et l'imaginal. Je ne veux pas refaire tout le parcours, mais essentiellement, l'imaginaire, c'est l'imagination immature, puis l'imaginal, c'est l'imagination qui voit vrai. On voit le portrait de l'émission dans laquelle on a parlé de ça pendant tout le temps. Donc, c'est comme la chenille et le papillon. C'est le rapport entre la chenille et le papillon. Oui. Donc, il y a des gens qui sont en contact avec la visée psychique, mais qui sont plutôt des papillons dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'ils sont très, très sensibles, mais ils sont aussi sujets à la projection. Leurs visions ne sont pas nécessairement exactes, peuvent être, par exemple, un peu paranoïaques. Dans ce cas-là, c'est nettement non recommandé. Ah! Ça ne va pas les ouvrir, ça peut induire une psychose. Là, tu viens d'ouvrir une porte importante. Oui, quand je te dis la recette du philosophe devant les événements actuels qu'on vit, moi, la semaine dernière, je parlais avec Alain Niala, avec Jean Deflore. Et j'ai eu des comebacks comme quoi, attention Glenn, tu sais ton histoire du 24 février 2023, puis tout ça, tu vas rendre des gens, les gens qui ne sont pas équilibrés psychologiquement ou psychiquement, ils peuvent bad tripper en disant qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est la fin du monde, puis tout ça.
C'est pour ça que j'ai fait appel à Alain Niala pour nous remettre les osselets à la bonne place, pour se dire, écoutez, c'est une façon de voir, peut-être une façon tunnel là, à la Richard Glenn de parler de ça depuis 40 ans, mais est-ce qu'il n'y a pas justement des gens qui seraient angoissés, c'est pas le bon temps d'aller prendre du pot? Non, ça m'étonnerait. Tout est possible. Ça dépend parce que ça relaxe, Oui. ça ouvre la conscience. Donc, si la personne... Et moi, c'est plutôt les personnes qui sont plus limitées dans leur point de vue, qui pourraient bénéficier d'un élargissement de leur perspective en prenant des substances qui altèrent un peu prudemment leur conscience. Mais les gens qui sont déjà ouverts ou qui sont déjà nerveux, ça ne va pas tant les aider. Comme je te dis, ça peut plutôt les déstabiliser. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Alors, donc, c'est pas recommandé. C'est pas le temps de vous dire... parce qu'il y en a qui prennent de la boisson, de l'alcool, que ce soit en bière ou en pour vin, se détendre. ou en fort, pour se détendre, pour se calmer, mais se ce qu'il faut relaxer. observer, est-ce que ça les détend ou ils deviennent violents? Tu sais, c'est toujours ça. Bien, sur le coup, il y a une espèce d'euphorie, de détente, de calme, mais il y a le retour, soit qu'ils s'en vont dormir, ou soit qu'ils deviennent agressifs, ou soit qu'ils deviennent plus angoissés, plus nerveux. Ou que ça peut induire aussi des dépendances. Il y a pas Ah ben de là, gros oui, à danger. travers tout ça, oui. Oui, mais les dépendances, c'est ça, c'est que Est-ce que tu ne tolères pas le retour. Alors là, à ce moment-là, ça peut induire une dépendance. La marijuana n'est pas réputée pour induire des dépendances au sens où peuvent le faire les stupéfiants comme l'opium ou l'héroïne. Mais ça peut quand même en induire une psychologiquement. C'est qu'on devient dépendant à l'état altéré. Alors, quand on revient plus les deux pieds sur terre, ça peut induire des angoisses. Ou on peut, au contraire, devenir paranoïaque. Je ne voudrais pas trop rentrer là-dedans parce qu'en fait, il faut que les gens exercent essentiellement leur jugement dans ce domaine-là. C'est légal, donc on ne va pas juger les gens. Mais, je fais juste le petit nota bene, c'est pas parce que c'est légal que c'est l'idéal. Et que c'est bon pour tout le monde. C'est ça, ou que c'est bon pour tout le monde. Et l'autre élément aussi, souvent, c'est le problème d'une chose qui peut être légale, mais dont on évalue mal la limite. Par exemple, les limites de vitesse sur la route. Alors, il y a des limites de vitesse, bon, mais il y a des gens qui les dépassent. Il y a même des autoroutes, entre autres, entre Montréal et Québec, l'autoroute 20. Je pense que c'est même toléré au-dessus même de 115 km, alors que la limite, c'est 100 km. C'est quasiment aberrant. 100 km, on dirait qu'on est arrêté avec les autos modernes qu'on a. Puis c'est une voie très rectiligne. Oui, c'est sûr que ça alors, pourrait être changé. C'est toléré jusqu'à 115, mais il ne dépasse pas 115. Là, 116, 117, tu peux avoir une étiquette de vitesse. Puis ils vont dire, « Hey, tu as dépassé de 12 km, 15 km. Là, tu payes une facture assez salée. » C'est ça. Mais c'est une question de jugement. C'est sûr que si tout le trafic est fluide à cette vitesse-là, c'est une chose. Mais si tu es le leader puis que tu vas à 40 km plus vite que toute la ligne... 40, ça commence à être trop. Là, je niaise parce que j'en ai vu, moi, sur l'autoroute. Oui, c'est sûr. Il y en a qui ont des belles autos, Lamborghini ou Ferrari. Mais c'est pas là où je veux en venir. Ce que je veux en venir, c'est vraiment, tout simplement... quelle devrait être la limite si on pourrait en rediscuter? Mais c'est pas ça. C'est que où on fixe les limites, il y a tout le temps des gens qui vont les excéder. Alors, c'est différent que, par exemple, des substances soient légales, puis c'est différent en surconsommer. Ben oui. C'est pas parce que la légalisation n'empêchera pas la surconsommation. Elle ne va pas la créer, parce qu'il y a des gens qui surconsomment des drogues illégales. C'est des problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est que faut simplement regarder. Faut être présent à soi-même, à quelque part. La manière dont on parle, là, Alain, avant de faire la pause, là, parce qu'on fait une pause au milieu de l'émission, ça laisse entendre qu'il y a des gens qui en ont besoin, puis c'est profitable pour eux. Il y en a d'autres qui ne devraient pas profiter de ça parce que ça va probablement le nuire. C'est un peu comme quelqu'un qui va manger trop de sucré ou trop de chocolat. Exactement. Puis à un moment donné, ou alors la boisson, il va avoir une cirrhose au foie, puis ça vient de finir. C'est ça qui est triste, c'est que souvent, évidemment, les personnes qui sont dépendantes de ces substances-là sont les pires juges. Parce qu'ils vont avoir l'impression que ça leur fait du bien, alors qu'on voit très bien que leur vie se détériore. Là. Et c'est seulement de l'extérieur qu'on peut... Oui, c'est ça. Quand ils voient leur femme ou leur mari ou des amis du travail ou tout ça qui vont dire « Écoute, t'as changé » ou « Ben non, arrête, là, parce que tu sais plus ce que tu fais des fois, là, ou ce que tu dis, tu sais.
Fait que c'est peut-être là où c'est très important que les 1, comme on parlait au début, là, les 0 puis deviennent 1, qui écoutent la réflexion des autres 1. Là. Oui, c'est ça. C'est que, ah ben oui. Alors là, à quelque part, ça nous ouvre une porte. Bon, ben attends, on va faire la pause. Au retour de la pause, on s'en parle. Merci. Bonne pause. OK, parce que là, on va quitter la drogue et tout ça. Là, on va se parler plus de la recette du philosophe. Parce que moi, je t'ai vu à travers les événements qu'on a connus tout le monde, mondialement même, planétairement, la fameuse planète Terre qui est juste devant nous, qui a arrêté de tourner parce qu'il n'y a plus de soleil dessus. Tiens. Ah oui, elle tourne, lentement, lentement. C'est pas le vent qui a fait tourner. Mais non, c'est clair. C'est ça. C'est naturel. C'est que tu es resté stoïque, tu es resté calme devant tous les événements. Moi, regarde, je fais mes valises, là, ici, dans l'entrée charretière qu'on appelle en bon québécois le driveway. Ben, il arrive un grand container de 40 pieds de long qui va nous permettre de vider la maison, peut-être pour déménager, peut-être pour faire rapidement là, des rénovations dans la maison avant de la vendre. On est en train d'étudier le dossier. Mais il fallait de toute façon vider le plus possible la maison. Donc, on met tout ça dans le conteneur qui est dans le driveway. Comme on peut voir, il est grand, il est gros. J'ai la permission de la ville parce que c'est pas permanent. C'est bien évident que ou on remet le stock dans la maison, si c'est rénové, puis on reste là, ou on s'en va. Ben, viens faire ton tour. Mais toi, tu as juste déménagé, même avant les événements. C'est ça qui est extraordinaire. Et tu es resté à Belleuil. Et les gens pourront te retrouver, d'ailleurs, on verra sur la fin de l'émission, vous pourrez l'avoir en contact, comment entrer en contact avec Alain Niala, philosophe, consultant. Si vous avez besoin de consultation sans drogue, c'est l'homme tout désigné, je vous le dis. Alors, la porte s'ouvre, à savoir la recette d'un philosophe. Devant les événements, la porte que tu nous ouvres, ça nous amène où? Moi, c'est toujours la même. Mais ça varie avec tous les échanges en question. Mais je veux dire, c'est toujours la réconciliation des contraires. Oui. Pour moi, le problème que l'être humain a... La réconciliation des contraires, c'est ceux, là, justement, qui se sont tirés le chignon durant le temps. Là, le père contre le fils, la voisine contre le voisin. Tu sais, il y a des gens qui, malheureusement, ont coupé des relations avec des gens parce qu'ils avaient pris d'autres choix. Puis à partir de là, ça devient des contraires. Tu sais. Exactement. Mais les contraires, il y en a partout. Le Mao Tse-tung disait que la contradiction était universelle. Ouais. D'une certaine façon, pour que ce cosmos-là se déploie, il faut qu'il se déploie en polarité, positif, négatif, yin-yang, etc. Ouais. Donc ça, c'est normal. Ce qui l'est moins, c'est l'état de désagrégation dans lequel notre société est en train de rentrer, avec le déclin de l'Empire américain, avec... la chute de l'Empire américain, pour dire la suite du déclin, c'est devenu la chute. Oui, c'est sûr qu'on est pas mal dedans. Oui. Et ça, évidemment, en soi, c'est un stressant considérable parce que ça permet un certain éclatement des points de vue. C'est-à-dire que les points de vue, non seulement se distancient les uns des autres, se polarisent, mais même à l'intérieur du point de vue, il y a des divisions. Les gens sont divisés, leur mental va dans une direction, l'émotion va dans une autre, la sensation va dans une autre. Il y a une disharmonie qui s'installe. Potentiellement. Pas même chez dans tous, mais toutes. Ce qu'on appelle des fois la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Exactement. C'est le reflet politique d'un état psychique général. Ben oui. C'est la forme politique que ça prend et simplement l'extériorisation de nos guerres intérieures. OK. On ne connaîtra jamais la paix mondiale si on ne connaît pas la paix en nous-mêmes. Ah oui, c'est ça. Ouais. Puis, effectivement, confronté à des situations de crise, on se déstabilise, on se polarise, etc. Donc, pour moi, la réconciliation des contraires, c'est de comprendre ces polarités-là et les intégrer. Il y a un aspect qui échappe à plusieurs, là, pour ne pas dire à tous et à toutes, c'est que dans une polarité, il y a l'invocation d'une troisième force. Elle n'est pas présente. L'être humain ordinaire, dans ses passions, dans la façon dont son point de vue est construit, est aveugle à la troisième force. Et il faut qu'il apprenne à s'ouvrir à elle. Cette troisième force-là, c'est celle qui réunit les contraires. Alors,
positif, négatif, réconciliant. Un peu comme l'arbre des séphirotes, tu as 2 colonnes extrêmes, puis tu as la voie du milieu. Exactement, c'est basé là-dessus. Il y a Puis il y a 3 la colonnes. fameuse formule Media Stat Virtus. Oui, la vertu c'est ça. se tient au milieu. Au milieu. Ah, La voie du milieu, la voie de l'équilibre, la recherche de l'équilibre. Dans le tarot, c'est à la fois la justice, la balance. La justice représente la déesse Maat, la déesse de la vérité. La fameuse balance avec les à deux deux plateaux de la balance. C'est ça, oui. Saturne et Vénus. Ouais. Le principe de plaisir, le principe de jouir de la vie, le principe saturnien de réalité. Ouais. Donc, trouver l'équilibre entre le principe de plaisir, le principe de réalité, Ouais. entre l'émotionnel puis le rationnel. Ça, c'est une chose. Mais ces deux plateaux, il s'agit de les équilibrer. Il y a une forme supérieure, qui est la tempérance, qui est représentée dans le tarot par la tempérance, ou le grand art alchimique. Oui, je m'excuse, là, je te décentre un peu. Justement, je t'enlève l'équilibre, mais c'est parce que tu fais des beaux gestes avec tes mains, puis on les voyait pas, Ah, parce que tu étais trop proche du visage. Donc, dans la tempérance, Ouais. l'idée, c'est qu'il ne s'agit plus d'équilibrer deux plateaux. Il s'agit de prendre les deux éléments, les verser l'un dans l'autre et en créer un troisième, aller chercher la quintessence. Donc, aller vraiment au-delà de cette polarité-là. C'est plus choisir entre oui ou non, c'est trouver une troisième force qui permet d'amener ce oui et ce non-là dans une force supérieure Ouais. qui est la fusion, non pas l'équilibre entre les deux, mais la fusion des deux. Et donc d'arriver à une autre étape. Donc, de 2 plateaux, tu arrives à un plateau, qui est au milieu. Qui est au milieu. Non, mais ça, c'est la balance encore. Mais là, il s'agit d'avoir un troisième tome qui n'est pas au milieu, qui est en haut. C'est plutôt OK. un triangle. Mais il ne faut pas oublier que les 2 plateaux sont supportés par Oh oui, si on un veut. pilier. Donc, c'est un peu la même imagerie, Oui. mais j'insiste sur le fait que la tempérance, dans le tarot, c'est une étape supérieure. C'est beaucoup plus loin. La justice, c'est la 8e arcane, tandis que la tempérance, c'est la 14e. Donc, justement, dans le cheminement numérologique, on est rendu beaucoup plus loin, on est rendu plus loin que la mort. Donc, Oui, le 13, qui est la mort, oui, on la passe au-delà. tempérance, Oui. c'est les expériences post-mortem, c'est les expériences au-delà de la mort ou au-delà de la mort du point de vue. Mhm. Ouais. Moi, j'atteins un âge Vénérable. plus vénérable, là, je veux Merci. dire, c'est mon mois, là, le mois du scorpion, là, où je vais atteindre un âge un peu plus élevé. Puis récemment, On je peut voyais... le savoir, non? Bon, c'est pas un secret d'État, mais en même temps. Mais il arrive un temps où on est fier de dire qu'on est rendu à cet âge-là, en santé, avec toute sa tête. 72 ans. 72, hey, disons que j'ai 5 ans plus vieux que toi. Oui, c'est ça. On est J'ai pas hâte d'arriver à ton âge. Mais j'ai vu une photo de moi plus jeune, Oui. très différent, là. 28 ans, mince, les cheveux longs dans le milieu du dos. Il faut que tu nous envoies cette une photo-là. autre Là. Il faut que génération. tu nous envoies la photo. Je veux la montrer aux gens. Là. On verra. Quand tu es allé en Inde, justement, tu faisais vraiment là, le gars avec le sac à dos, le Ouais, voyageur. Là. C'est ça. C'était le battleur, tu étais celui qui traverse Ou toutes le les... fou qui se promène avec son beluchon. On verra. Oui, le fou. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que cet homme-là, là, il est aussi mort que mes parents le sont. Je ne le reverrai jamais. C'est un point de vue qui est maintenant dépassé. Mais on n'est pas capable d'avoir... on n'est pas capable. On a tendance à ne pas avoir tout le détachement que ça requiert pour changer de point de vue souvent dans notre vie, pour pouvoir assimiler des nouvelles expériences et se transformer. T'as pas l'impression que ce jeune homme-là, qui a voyagé à travers le monde, c'est celui que tu as à l'intérieur de toi, que tu as toujours eu à l'intérieur de toi, et même oui. depuis l'enfance, que Évidemment, c'est le même. un ancien professeur de première année ou même de maternelle aurait pu déjà dire ce que tu vas devenir un jour, comment tu vas vivre dans ta vie, à moins de grands chocs. J'ai eu des grands changements. Mais je suis d'accord aussi que c'est une question de perspective. Oui. Si on revient au tarot, c'est la fameuse différence Oui. entre le fou et le magicien. Ah oui, OK. À l'intérieur de moi, il y a un fou, un enfant éternel, qui est tout le temps le même. J'ai absolument pas le sentiment de vieillir. Et je me c'est sens ça. exactement ce que j'étais. Voilà. Mais celui que je regarde dans le miroir, là, lui, là, quand je regarde la photo, je ne le reverrai plus jamais.
Puis, je suis bien avec ça. Alors, ça, dis-moi c'est une chose, là. Moi, je suis magicien. médium, puis j'ai eu affaire à des morts, des gens qui sont décédés dans leur vie. Ah, ils peuvent avoir n'importe quel âge dans l'autre monde. Et ils se manifestent à nous, médiums, souvent dans la façon dont nous, on les mémorise. Oui. Si on ne les mémorise pas, eux vont se manifester à leur meilleur avantage. Oui, puis même dans des formes qui peuvent être presque bizarres, là. Ah, peut-être, oui, mais... ça varie. Oui, moi, je me souviens d'avoir rencontré une dame âgée avec une canne, puis tout ça. Elle s'est présentée comme ça parce que le gars qui était en consultation avec moi, il voulait avoir des nouvelles de elle. Bien, elle est venue comme lui la voyait. Il était pour la voir comme ça, puis je l'avais. Elle descend l'escalier, elle arrive, ben, j'ai dit, gare, elle a une canne, puis tout ça. Il m'avait rien dit. Elle était comme ça. Par contre, d'autres fois, la personne est comme si elle avait 18, 20 ans. Pourtant, elle est morte à 70 ans. Tu sais. Oui, c'est son niveau optimal de développement. Oui, bravo. Donc, pour moi, c'est comme ça que la personne veut être vue. Oui, OK. Puis ça varie, là, parce que ça dépend qui demande quoi, puis qui est médium, puis à quel point le médium voit clair. Puis, tu sais, je l'ai dit, c'est la différence entre l'imaginaire et l'imaginal. Oui. Alors, il y a des médiums qui sont... Alors, Alain, dis-moi comment, à travers les événements qu'on a connus, qui ont été polarisés, comme on disait tantôt, extrêmes même d'un bout à l'autre, puis c'est des fois perçu comme des questions de vie ou de mort. Tu sais, le choix de un, le choix de l'autre, c'est toujours une question de vie ou de mort, puis ils prennent des choix diamétralement opposés. Qui a raison, on ne le saura jamais, on le saura un jour peut-être. Ben oui, on va le savoir. C'est moi. C'est-à-dire, chacun va le savoir. Ben oui, c'est ça que je veux dire. Pour lui. C'est un clin d'œil, là. Oui. Je veux dire, c'est mon point de vue. Donc, évidemment, ultimement, je vais toujours penser que j'ai raison. Et la seule chose qui peut rendre ça approximativement, je cherche mon mot, valable, je sais pas, c'est de hausser ton niveau de conscience. C'est-à-dire, plus objectif, oui, plus près du réel. C'est justement d'apprendre à faire la réconciliation des contraires en comprenant que les différents points de vue sont seulement différentes facettes de cette réalité-là. Oui. Donc, d'une certaine façon, tout le monde a raison à un certain point de vue. Parfois, ce point de vue-là est particulièrement déconnecté du réel tel qu'on pourrait le définir. À d'autres occasions, ça peut être plus adéquat. C'est ça qui est difficile, c'est que dans des périodes de croissance d'une civilisation, la tendance au consensus est beaucoup plus forte et plus naturelle. Tout le monde est embarqué comme dans la même aventure, puis les gens sont alignés sur les valeurs spirituelles qui sont transmises par les différents maîtres ou rois ou personnalités de pouvoir ou anciens. Les termes varient selon les cultures, mais ce que je veux dire, c'est que dans les phases de croissance d'une culture, il est beaucoup plus facile d'établir des consensus parce que tout le monde va un peu dans la même direction pendant au moins une phase de construction de cette civilisation-là. Après ça, cette civilisation-là prend de la grandeur, elle accumule du pouvoir, il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Et elle devient un empire et elle s'empire. C'est ça, et elle empire, et là, commence une forme de déclin. Ce déclin-là, les symptômes, c'est tout simplement la division des opinions. Parce que le consensus est plus difficile à établir. Dans le moment, nos démocraties sont en crise parce que justement, les points de vue sont en polarisation. D'une certaine façon, c'est bienvenu, parce que vive la démocratie si on veut, dans le sens que ça permet à ces points de vue-là de s'échanger, à la condition qu'ils s'échangent. S'ils ne sont plus capables de se parler, on assiste au déclin de la société. Et là, à ce moment-là, elle se délite, ça devient... le chaos. Ça devient plus chaotique. Il y a toujours des degrés là-dedans. Ce qu'on appelait avec un invité que j'ai reçu, l'ochlocratie. L'ochlocratie dans l'anacyclose, là, on a parlé de tout ça là, assez longuement, puis je reviens encore avec l'idée, c'est qu'après la démocratie qu'on a réussi quand même, suffisamment bien quand même depuis les Grecs, il y a eu de la démocratie qui a l'emporté sur la monarchie, etc. Mais là, on est dans une période justement d'opinions multiples, contraires, etc. C'est l'ochlocratie qui nous amène au bout de la ligne à un effondrement. Et après l'ochlocratie, c'est quoi? Ben, c'est le retour à la monarchie. C'est-à-dire, on aura besoin d'un messie qui va être le monarque, qui va être le Dieu incarné sur terre, qui va être le grand monarque, qui va peut-être rallier parce que
on n'aurait plus le choix. On va se dire, on a tout essayé, puis il n'y a rien qui marche. Ça prend un capitaine sur un bateau, ça prend donc un chef, qui lui va rallier un peu comme la reine chez les abeilles. Elle va entraîner toute la ruche avec elle, puis on va refaire un nouveau monde ailleurs. Et c'est après l'ochlocratie. Fait que l'ochlocratie, on rentre lentement dedans maintenant. Je suis d'accord avec un genre de diagnostic, mais je pense qu'on vit dans une période qui est plus, comment je dirais, pas radicale. L'inverse de radical, même. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est tellement une crise planétaire que ça va appeler à des solutions nouvelles. Oui. Est-ce que ces solutions-là sont démocratiques? On voit évidemment qu'il y a une tendance, au contraire, à aller vers des régimes autoritaires. Ça, évidemment... Ben moi, je représente souvent ceux qui ne veulent pas devenir papillons. Ils tiennent à leur chenille, leur corps de chenille. Et le temps qu'ils vont vouloir devenir très, très, très durs dans leur corps de chenille, ben ils vont sécher. Ils vont sécher en tant que chenille dominante, mais ils n'auront pas fait leur cocon. Ils n'auront pas rentré à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'auront pas rentré dans la transformation nécessaire. Puis c'est ça, dans le phénomène, dans l'acte de perdre des choses pour en gagner d'autres. C'est ça. Moi, je déménage. C'est un bel exemple. Là. Mon container qui est là, c'est pour mon conteneur, c'est pour faire mon cocon. Je vais garder des éléments. J'en rejette maintenant dans toute la maison. Il y a la moitié de tout ce qu'il y a dans la maison qui va disparaître, que je vais envoyer au vidange ou au recyclage ou tout ce qu'on voudra. Et je fais mon cocon. C'est étrange. Une autre vie, je prépare pour une autre vie. Pour vie. aller dans une autre vie qui serait plus papillon. Alors, tiens, Geneviève, elle nous montre la piscine Cocoon, justement. On l'a appelée comme ça, en rappel au fameux film Cocoon. Hein. C'est une piscine à l'intérieur de ça. Il y a un lit, il y a Internet, il y a le téléphone, il y a tout. Puis il y a la piscine au milieu, puis il y a même un bain tourbillon qui est là. Je laisse tout ça, là. C'est incroyable. Puis Geneviève, en passant, tu peux montrer les bonbonnes de gaz propane qui sont blanches. On les voit depuis tantôt. Elle est bien découragée, mais j'en profite pour vous dire que dans toute la maison ici à Saint-Hilaire, il y a le système au gaz propane d'installer au cas de besoin. Parce qu'on a été dans un endroit où on a, ben là, vous voyez l'annonce de Rainville, parce que c'est mon distributeur. Et les deux bonbonnes qui sont là sont pleines. Pleines. Alors, s'il y avait une panne d'électricité majeure, on est capable de survivre 3 mois avec ça. Chauffé, éclairé, vous voyez des lumières un peu partout dans les corridors, dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine qui éclaire à la fois dehors et à l'intérieur. Tu sais, je peux faire le tour du proprio, et même dans le sous-sol, il y en a partout. Et ça nous a permis d'avoir une fournaise, qui est avec une fenêtre de feu de foyer, et le tuyau d'échappement passe par les 2 toilettes, celle du sous-sol et celle du bain. Et on a même l'eau chaude qui est fournie par le gaz propane. Alors, on peut cuire, on peut avoir de l'eau chaude, on peut s'éclairer partout grâce au gaz propane, tout installé dans cette maison du Mont-Saint-Hilaire. Juste ça, là. Ben oui, c'est l'autonomie. C'est ça. Et ça nous permet non pas d'être maniaque ou d'être peureux, c'est qu'on dort plus calmement. S'il y a une panne d'électricité, moi, au Verglas, j'ai accueilli des amis, Marc Lapelle et son épouse, ils sont venus passer 15 jours, 20 jours, ça a duré 21 jours. Pas d'électricité. On n'a pas souffert, on a été capable de se débrouiller tout le long. Ça amène la question, ça c'est une autonomie précieuse, bien organisée, mais pourquoi pas l'autonomie de pensée? Et c'est ça que toi tu fais, et c'est ça qui te permet d'avoir une espèce de quiétude en tant que philosophe. Dans la recette du philosophe, l'autonomie de penser. Oui, c'est ça. Ça veut dire que tu te fous de l'opinion des autres. Non, tu t'en fous pas, au contraire. Mais c'est pas obligé d'être la tienne. Tu gobes pas la moindre information qui circule sans te poser la question comment elle résonne en toi. La digérer, autrement dit. La digérer, puis il y a un... dans la réconciliation des contraires, il y a aussi une thématique un peu plus ésotérique, qui est que, j'avais commencé à le dire, l'être humain ordinaire ne perçoit pas la troisième force. Et ça veut aussi dire qu'il fonctionne un peu comme un être qui aurait différents centres qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Oui. Alors, le mental peut, à un moment donné, mais vraiment rouler à vide, là, le fameux hamster qui court sur une roue, sans se connecter à ce que l'émotion lui dit
qui est juste, sans se connecter à la sensation qui te dit si tu es à l'aise ou pas avec cette idée-là. Et il suffirait d'être juste un peu plus à l'écoute, par exemple, de nos symptômes. Évidemment, avoir des symptômes, c'est pas nécessairement agréable. Mais il y a des gens là, qui vont développer différents symptômes qui leur permettraient, s'ils l'écoutaient, de voir qu'ils sont en dissonance cognitive avec les informations qui sont en train d'accumuler ou qui ne sont pas dans la vérité. On peut se faire mentir en pleine face, puis si on fait juste, comment je dirais, faire flux avec l'information, bien, d'une certaine façon, on n'a pas nécessairement développé l'autonomie du point de vue. Ouais. Qui se fait comme gober par une collectivité, par un courant de pensée, par des manipulateurs, en tout cas. Bon, ça, Ouais. le manipulateur, c'est toujours l'adversaire. Mon camp a toujours la raison, dit-on. Ouais. Mais l'autonomie, ça serait justement de se rendre compte que c'est peut-être plus compliqué que ça. Et que la vérité se manifeste de différentes façons et de façon polarisée parce qu'elle n'est jamais complète. La polarisation, c'est souvent le refus de voir que ce qui n'est pas inclus dans le point de vue que tu as développé, c'est ce qui manque à ta complète connaissance des choses. Donc, il faut que tu t'informes Faut que tu... au maximum possible Ben, pour, comme on pas dirait, nécessairement au maximum possible. avoir un jugement éclairé. Oui, ça c'est vrai. Parce mais que moi, je veux pas dire que... Et la liberté se fait dans un jugement éclairé. Oui, mais... Sinon, tu te frappes un mur puis tu t'es pas aperçu que tu allais sur Donc, le mur. dans ce sens-là, il faut s'informer. Mais Oui. je pourrais être mal compris puis penser qu'il faut s'informer beaucoup. Moi, je pense qu'il faut surtout être présent beaucoup. Il y a une présence dans l'instant qui donne beaucoup plus qu'on pense toute l'information dont qu'on a besoin d'avoir. Est-ce que ça inclut les coïncidences, Évidemment. les synchronicités, D'abord et avant tout. les hasards? Ben oui. Il y a Donc, pas il faut de être hasard. présent à un hasard, à une synchronicité en disant « Oh, c'est peut-être un signe de quelque chose. » Là, nous, on s'est battu avec un bruit ambiant du quartier, là, mais je suis pas sûr que ça dérangeait vraiment le monde parce qu'on a nos micros très proches de la bouche. J'espère. Mais Oui. Faut pas voir des synchronicités partout. Il y a peut-être du bruit ambiant, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Ah ben ça, c'est sûr. Mais pourquoi il l'a fait au moment où on était prêt à commencer l'entrevue? Je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout qui est une synchronicité. Oui. Et encore une fois, ça va dépendre du point de vue. Ça peut être une synchronicité pour toi, puis pas pour moi. C'est aussi simple que ça, là. La synchronicité, et ça, les gens se mélangent là-dessus, c'est un événement acausal. Sans cause. Sans cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intention de la part de celui qui fait du bruit de t'envoyer un message. Là. Non. Mais il y a dans la danse de celle qui nous rêve, Oui. une convergence des images, des expériences, qui fait que tu peux avoir des indices. J'aime beaucoup l'idée que certaines des synchronicités nous viennent du futur. C'est un futur qui t'appelle, qui t'envoie des indices dans le présent, que c'est ça la prochaine direction que tu vas prendre. Ça m'est arrivé relativement, pas tous les jours, là, mais régulièrement dans ma vie. Mon déménagement a été décidé par une synchronicité, par exemple. Et tu ne regrettes rien. Ben, je regrette rien. Il fallait faire le geste, il fallait Tout faire est le tour. relatif. Tout est Toi, le relatif. ciel t'aidera. Oui, non, je suis très, très content, mais je veux dire, Oui. c'est relatif. On fait des choix, puis il y a des limites dans les résultats de nos choix aussi. Oui. Je suis conscient que je ne suis pas sur le bord de la mer dans une Ah, sur non, l'île non. grecque. Ben là, Puis j'aurais peut-être aimé ça, mais compte tenu de mon point de vue, de mon expérience, etc., c'est pour le moment le meilleur choix que je pouvais prendre. t'es peut-être dans ton cocon, là. Oui, c'est ça, parce que quand même, je me suis procuré l'auto pour voyager, Oui. pour explorer, pour peut-être aller ailleurs plus tard. Tu sais, je ne suis pas Oui, limité à ce choix-là, mais ce choix-là était
nécessaire, puis ça a été une amélioration de ma qualité de vie. Alors, c'est ça qui compte. Oui, oui. Par contre, souvent, dans la vie, il y a des choses qui se produisent qui te montrent que, justement, c'est pas aussi simple que tu pensais. Parce que j'ai déménagé parce que on allait démolir tout le quartier en arrière de chez moi. Du vieux Belleuil. C'est ça, il y a même une maison qui s'est construite dans la moitié de la cour de ce que j'avais auparavant. Mais maintenant, ils sont en train de réparer la rue à côté de chez moi. Donc, c'était bien d'être déménagé. Alors, c'était bien d'être déménagé, mais là où je suis déménagé, il y a aussi du Barda d'Avènement. Ah, c'est là qu'ils font de la construction. Oui, c'est ça. C'est moins envahissant que ce qui est, que là d'où je suis parti. Mais c'est comme si, par clin d'œil, il y avait quelque chose qui me disait... On ne peut pas tout le temps tout éviter non plus. Tu sais, c'est comme... Là, mais comment tu t'acclimates à ce qui t'arrive? C'est ça, là, tout le défi. Il nous reste à peine 10 minutes dans l'émission qu'on a fait ensemble, Alain. Je te remercie. Vraiment, c'est très agréable. J'espère que les gens n'ont pas pensé que j'avais encore interrompu Alain qui dit des choses. On s'est préparé avant de faire notre rencontre. On fait le tour à peu près, mais superficiellement. On ira plus en profondeur lorsqu'on fera l'entrevue pour le Club créé plus tard. Une information que je viens de recevoir aujourd'hui et qui est majeure à mon point de vue, à moi, Richard Glenn, mon point de vue. Hein? Attention, là, mon point de vue. Vous souvenez-vous de COP 15, dont j'ai beaucoup parlé? J'ai fait mention que c'était comme une émission de radio de Orson Welles que j'avais proposée à Bob dans l'émission. Oui, Bob, tout le monde vous dit la vérité, là, BTLV, en France. Bob Belanca. Et Bob vous dit toute la vérité. Et à l'époque, j'étais seulement à la radio parce qu'il n'était pas encore à faire des vidéos. Maintenant, il est lancé pas à peu près, comme vous le savez, sans aucun doute. Mais Bob, je lui avais proposé une émission à la manière d'Orson Welles, c'est-à-dire mixer à la fois des faits et de l'imaginaire. Et j'avais expliqué qu'à COP 15, qui avait eu lieu en 2009 à Copenhague, il y avait eu une réunion faite dans une petite salle adjacente à la grande salle de réunion immense, comme vous voyez, il y avait beaucoup de monde, où il y a eu une présence extraterrestre et ils ont fait voir à des invités triés sur le volet de différentes sphères en autorité sur la société humaine de l'époque, leur faire voir les événements à venir proches en leur disant « on va vous aider à éviter la catastrophe ». Si vous êtes à notre écoute, on va vous appuyer, on va créer des hasards, des circonstances étonnantes, des événements... Comment tu dis? Synchronistique. Des synchronicités, exactement, Alain, pour que les gens comprennent qu'ils peuvent sauver la Terre. Et la Terre, qui est là en train de tourner doucement, elle tourne encore, comme dirait l'autre, et pourtant elle tourne. Tant mieux. Parce que quand elle va arrêter de tourner, ça va être un gros moment géologique, là, comme on dit, la bascule des pôles qui est sur le bord de se produire, d'après les astrophysiciens et tout le reste. Bon, mais toujours est-il que le fameux COP 15 de Copenhague 2009 va avoir un écho, figurez-vous donc, qu'ils vont appeler encore COP 15, même si vous savez qu'on est rendu à COP 27 présentement. Ben oui, il va y avoir un COP 15 phase 2. Au mois de décembre cette année 2022. Et je vous dis où, dans quelques secondes. Je finis juste par vous expliquer qu'à COP 15, le premier à Copenhague en 2009, ils ont rencontré des autorités du monde, ils leur ont dit, on vous donne 2 ans pour répondre à un changement de possibilité de voie. Si la tendance se maintient, ça va tourner mal. On va vous aider à changer la voie, la track. Et les 2 ans, ça voulait dire 2010-2011. En 2012, vous allez rendre rapport. En 2012, le rapport qu'ils ont rendu faisait vraiment pitié. Dans le groupe qui était autour de la table avec les extraterrestres qui nous ont fait voir dans l'avant-midi ce qui se passait, et dans l'après-midi, les solutions qu'on va les aider à apporter. Il y en a seulement un, on pourrait dire 2, de toutes ces 21 personnes réunies là qui ont passé à l'acte. Les autres ont tous été trop, j'allais dire, trop vendus, et ils n'ont pas eu le courage, ils n'ont pas eu confiance, etc. Bon. Fait qu'en 2012, c'était final. On donne maintenant 10 ans au petit peuple, la base, de prendre l'action et de prendre le contrôle.
de l'histoire du monde. 10 ans, de 2012 à fin 2022. Et curieusement, en dehors de toute attente de ma part, je viens d'apprendre qu'il va y avoir un COP 15 encore. Alors qu'on est au COP 21, 27. Non, COP 15. Et où pensez-vous? D'autres fois, c'était à Copenhague. Bien, cette année, c'est à Montréal. Et j'espère que vous comprenez les conséquences. Puis pour Richard Glenn, c'est une apothéose d'un travail qui est fait à un autre niveau. Le contact est fait avec des êtres qui sont très conscients de l'histoire du monde. Et souhaitons que le travail d'ésotérisme expérimental aura permis à certains intervenants, à ce fameux COP 15 de Montréal, phase 2, d'être bien éclairés et d'être à la hauteur de leur mission. C'est fini le temps des Boy Scouts. C'est fini le temps des spectaculaires. C'est le temps d'être réel. Puis avec Alain Niala, il va nous le dire c'est quoi être réel. C'est quoi la réalité, Alain? C'est la grande question. Tu te souviens que ma réponse simpliste à ça, c'est que le mot réel vient de choser et c'est ce qui est matériel, c'est ce qui est chosé. Donc, quand tu poses la question, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que les extraterrestres, c'est réel? En fait, tu poses la question... Non, mais je veux dire, c'est un problème circulaire parce que la réponse voudrait dire que c'est chosé. Ouais. Alors que quand quelque chose est chosé, par définition, c'est très éphémère. Hein? Tout ce qui est chosé a eu un commencement, aura une fin. Si tu construis une table, bien, ça vient d'éléments que tu as assemblés qui sont périssables, etc. Un être humain, bien, ça naît, ça meurt. Un animal, ça naît, ça meurt. Même une montagne, ça pousse, ça s'use. Tout ce qui est réel est éphémère. Matériel. C'est ça. C'est limité dans le temps et dans l'espace. Et dans l'espace. Ah, oui. Alors que il peut y avoir des choses... Non, justement, pas des choses, il faut que je trouve des existences. Oui, des états. Des états, des manifestations. L'existence, c'est, pour moi, le jeu de mots, c'est comme si ça sort de l'être. Et exister, ça retourne au zéro. Non, ça sort du zéro pour entrer dans le 1. Exister, c'est sortir du préciel. Oui, c'est ça. Mais quand il a fini d'être chosé... il retourne au zéro. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, bien, parfait, oui. On revient au début de notre rencontre. Il existe donc des existences qui sont beaucoup moins éphémères que les réalités chosées. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réelles, mais qui durent depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qui est réel. En fait, c'est pas dans l'espace ni dans le temps. Donc, c'est presque éternel ou immortel ou intemporel. Sinon, en tout cas, sur des échelles de temps beaucoup plus grandes. Il y a des échelles de temps qui sont planétaires, il y a des échelles de temps qui sont solaires, il y a des échelles de temps qui sont galactiques. C'est toutes des échelles de temps différentes. Alors, la chute de l'Empire américain était prévisible. Était plus que prévisible, était inévitable. Inévitable. Merci. Par contre, la question, c'est quand. Ça, on peut même éviter que ce soit maintenant, si pour une raison ou pour une autre, on le souhaiterait. Mais peut-tu la transformer comme la chenille qui va disparaître? Exactement. Elle va se transformer en papillon et la chenille n'est pas morte. Elle est devenue papillon. Ça, c'est vraiment le grand mystère. On ne peut pas mettre le doigt dessus. Parce que la chenille, d'une certaine façon, a cessé d'exister pratiquement totalement. Dans le cocon, c'est pas un insecte autour duquel il va pousser des ailes puis des pattes, etc. Ben non, l'état de la chenille va se littéralement rentrer dans un état chaotique. On dit d'ailleurs que la chenille devient, elle rentre dans un état imaginal, que ses cellules sont dans un état imaginal et que de cet état chaotique émerge la forme parfaite de la chenille, que d'ailleurs, curieusement, les entomologistes n'appellent pas un papillon, ils appellent ça l'imago, dans le sens de l'image parfaite, la réalisation du potentiel de la chenille.
Quand on disait qu'Adam et Ève avaient été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'imago Dei, l'image de Dieu, dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment dans le sens d'être l'image réalisée du projet, du plan, etc. Donc, évidemment, cette image-là, elle est, si on peut se permettre de jouer sur les mots, plus réelle que le réel. Donc, à quelque part, il y a deux façons de comprendre le mot réel, la façon réaliste, de comprendre que c'est matériel, chosé et éphémère, ou si on a donné un sens qu'on présume plus profond au mot réel, comme si c'était vraiment stable, mais là, à ce moment-là, on dirait que l'ultime réalité, c'est celui-ci qui nous rêve. Mais j'aime pas ce mot-là parce que je préfère qu'on se rappelle continuellement que tout ce qui est réel est éphémère. Donc, on parle plutôt qu'il existe une forme plus parfaite qui n'est pas de l'ordre du réel et qui est potentiellement qui peut émerger. Ouais. Puis là, tout le défi, c'est l'interface entre ce niveau-là puis le réel. Parce que c'est comme ça que le réel se transforme. Quand Sri Aurobindo évoque la transformation de la réalité par le supramental, ou la transformation du matériel par le supramental, ou l'évolution de la matérialité vers la spiritualité, tout ça, c'est possible. C'est juste qu'il faut être patient. Notre trajet dans les quelques années qu'on a de la naissance à la mort, c'est comme une étincelle sur le plan cosmique. C'est un crépitement comme des escarboucles dans un feu qui montent dans le ciel, qui font une petite lumière qui est comme une étincelle de feu solaire. Mais le soleil ou les étoiles existent sur des échelles de temps beaucoup, beaucoup plus grandes, puis les consciences dites supérieures existent sur une échelle beaucoup plus grande. La grande difficulté que j'avais introduite au tout début, je disais que l'être humain ordinaire est aveugle à la troisième force. Mais cette troisième force-là, c'est l'esprit. C'est que depuis le concile où on s'est débarrassé de la notion de la Trinité humaine, c'est-à-dire corps, âme, esprit, on a fait comme comment je dirais, on a occulté, au sens, quand on parle de science occulte, c'est qu'on a occulté la dimension spirituelle. Ouais. Et là, dans le matérialisme prévalent, c'est sûr que c'est très, très difficile d'en parler. Mais c'est un plan qui existe bien au-delà du mental, bien au-delà de nos représentations. C'est le plan de la pure présence. Donc, quand on se reconnecte au fait et au mystère de notre propre existence à nous, comme être autonome, comme point de vue, qu'on peut avoir commencé à goûter la dimension spirituelle de cette présence qui nous libère, en fait, de toutes les polarités du monde manifesté ou du réel, entre guillemets. En terminant, j'avais tendance à terminer comme on fait souvent dans les offices religieux. C'est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur et allez en paix. Alors, ben voilà. Un signe des temps. Oui, la Marie qui vient de tomber par terre. oui. Non, mais tu sais pas pourquoi je l'appelle la Marie. Geneviève va aller la chercher, puis avec la caméra, elle va nous la montrer. Elle vient de tomber juste au moment où l'émission se termine. Oui. Tourne là si on ne la voit pas bien le visage. C'est une sculpture que j'ai faite alors que j'avais 17 ans. Ah oui, d'accord. Et que j'ai intitulée tout simplement La Marie. Apporte-moi là, Geneviève, je vais la montrer à Alain en même temps. Ah oui, elle a des cheveux sur la tête, là. Alors, voyez-vous, c'est ça. Oui, d'accord. J'enlève les petits poils. C'est presque un œuf. Oui, c'est ça. C'est dans un morceau de bois carré. Et je l'ai sculpté, j'avais 17 ans. Et je l'ai traîné de déménagement en déménagement. Depuis 17 ans, j'ai peut-être déménagé 5 fois, là. Mais ici, ça a été à Saint-Hilaire, l'endroit où je suis demeuré le plus longtemps. Alors, voilà. Ça nous entraînerait à parler de la déesse mère. La déesse mère, et puis surtout la symbolique qu'elle s'est manifestée juste à la fin de notre rencontre aujourd'hui. Quel beau hasard. Voilà. Bonne semaine.
Et Geneviève va lancer le générique comme à l'habitude. Merci Alain. Tu ne nous dis pas au plaisir, comme tu dis d'habitude. Alors, au plaisir. Hein? Vous savez qu'il y a un supplément au Vidéorandia bien souvent. Dans le club créé à l'adresse orandia.ca, entre autres avec Alain Niala, au pied du Mont-Saint-Hilaire à la fin de l'après-midi, sur le thème « L'ésotérisme du philosophe ». La semaine dernière avec Jean Deflore, « L'appel aux Jedi de la Terre », qu'on retrouvera aussi dans le club créé de la salle du mois d'octobre. Et dans la salle du mois d'octobre, il y a aussi Judith 13. Retour des courtes pointes, des pointes lancées dans toutes les directions concernant l'actualité mondiale actuelle. Et la semaine dernière, j'ai fait une erreur en mentionnant que le vidéo de Mado était dans le mois de... En réalité, il est dans le mois de septembre. Alors, on retrouve Mado et les conspirateurs de l'univers. Surtout, la période de questions a été formidable. Dans le complément surprenant toutes les semaines, vous retrouvez à l'adresse orandia.com, c'est pas .ca, là, ça c'est pour le club créé, .com, dans le forum Orandia. Les compléments surprenants de Gilles Surprenant qui apportent beaucoup d'informations supplémentaires, complémentaires. Entre autres, cette fois-ci, vous retrouverez des liens pour aller voir les fameuses vidéos sur la sommation extraterrestre au COP15 de Copenhague en 2009. Merci de votre attention et au plaisir de vous lire. Un pouce par en haut, toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Bonne semaine, bonne réflexion et bon automne frisquet que nous commençons à connaître et à vivre ici au Québec. À bientôt. Au plaisir.